peut-on imaginer et quel pourrait être le nouvel ordre dans le monde arabe? D'abord, je dirais que le statu quo actuel est intenable. On ne peut pas continuer comme ça, avec des conflits régionaux qui sont en train de nous envenimer, des conflits régionaux qui paralysent notre développement économique. Et il nous faut agir, comme tu l'avais dit. Il faut des réponses collectives au niveau de la région, au niveau du monde arabe. Il faut des réponses individuelles au niveau de chaque État. Et il faut des réponses au niveau des regroupements régionaux. Le moment est venu aujourd'hui de revisiter, de repenser les différents instruments qui concernent notre région. Les instruments internes, Ligue arabe, Union du Maghreb arabe, Conseil de coopération du Golfe, mais également ceux de nos partenaires européens, notamment la politique européenne de voisinage, notamment cette nouvelle politique méditerranéenne. Ce matin, Paolo, d'abord je te remercie pour ce que tu as dit sur le Maroc. Tu as été un meilleur défenseur de la vision marocaine que moi. Mais en tout cas, ce matin, j'étais un peu déçu, Paolo, parce que lors du panel sur l'Europe, il n'y avait aucun représentant du Sud. Oui, il y avait des Européens. Oui. Alors qu'aujourd'hui... Ils ont tellement de problèmes que franchement, il fallait qu'ils discutent entre eux. Non, mais malheureusement, aujourd'hui, l'avenir de l'Europe est lié à la Méditerranée et vice-versa. Bien sûr. Sans une politique volontariste de l'Europe, et Paolo, tu connais ma position sur cette question, l'Europe aujourd'hui, malgré ses difficultés, ses divisions, elle s'est marginalisée en termes de résolution des conflits, et puis il y a un manque d'ambition sur son environnement immédiat qu'est la Méditerranée. Je comprends que l'Europe, le partenariat oriental est une priorité pour l'Europe parce que ça permet à ces pays de participer à l'espace économique européen. Mais aujourd'hui, l'avenir du monde se joue en Méditerranée. Les possibilités de croissance sont en Méditerranée. Et là, je crois que l'Europe devait avoir des instruments innovants à la hauteur de l'ambition des uns et des autres. En tout cas, le Maroc a fait le choix de l'Europe depuis très longtemps, tu le sais. Le Maroc a négocié un statut avancé avec l'Europe. Il est en train de partager la vision, les instruments, les politiques de l'Europe en termes de migration, les différents accords, l'Open Sky, etc. Nous avons pris un risque énorme. Mais en tout cas, on ne voit pas de l'autre côté, n'est-ce pas, une réponse. Revenons au monde arabe. Oui. Il nous appartient de poser les véritables questions. Pourquoi aujourd'hui le Maghreb ne marche pas? Oui, alors, Kader Abdrahim tout à l'heure avait dit très justement l'utopie d'une union du Maghreb arabe. Alors quand on dit utopie, ça veut dire ce que ça veut dire. Moi en tout cas, je suis un Maghrébin convaincu. En tout cas, Sa Majesté le roi Mohamed VI a lancé un certain nombre d'appels pour un nouvel ordre maghrébin qui soit inédit. Taïb Bourkouch, tout à l'heure, le disait, le secrétaire général, nous avons les instruments nécessaires. Nous avons un accord de libre-échange, nous avons la circulation, un accord sur la circulation, mais les frontières sont fermées. Il n'y a pas d'interconnexion entre l'Europe, entre les pays du Maghreb. L'Europe a réussi parce qu'il y avait des interconnexions énergétiques ou autres. Ce qui manque en fait, c'est Taïb Bourkouch, et je souhaite du courage, parce que le Maghreb est aujourd'hui non seulement un impératif sécuritaire pour faire face ensemble à l'ensemble de ces défis, mais également une locomotive pour promouvoir la croissance à travers ces instruments. Et le Nord-Maghreb est un gâchis. Il est là. Migration, etc. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut en fin de compte, c'est une vision politique pour le Maghreb. Parce qu'il faut arrêter avec ce gâchis qui ne nous mène nulle part. Alors, pour le monde arabe aujourd'hui, eh bien, il faut vraiment aborder cette question sans complexe. La démocratie, elle est fondamentale. Sans l'espace de paix, de prospérité partagée et de démocratie, on va aller nulle part. Je crois que votre exemple du Conseil de coopération du Golfe peut être un exemple pour nous, autres pays du monde arabe. Mais il faut une volonté politique, il faut des espaces
de liberté. Et il faut également une cohérence entre l'impératif de croissance partagée. Parce que ce qui est important aujourd'hui, c'est de répondre aux expectatives des jeunes du monde arabe pour l'emploi. Et il faut des instruments pour ça. Le Maroc l'a compris depuis très longtemps. Gouvernance, bonne gouvernance, transparency, démocratie, espace de liberté, instruments pour la garantie des investissements. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est comment créer de la richesse. Nous le faisons chez nous, nous le faisons aujourd'hui en Afrique. C'est une opportunité extraordinaire. Et je pense que Paolo, et là tu as compris toi aussi, lui, il a compris, parce qu'il voyage énormément en Afrique. Il a compris que l'avenir du Maghreb, de l'Europe, se joue en Afrique. Et Sa Majesté aussi l'a compris. C'est la création de richesses dans le cadre d'une prospérité partagée. Et n'oublions pas encore les questions climatiques et d'environnement. Elles sont fondamentales aujourd'hui. Il faut les aborder. Les questions de l'énergie, les questions de l'environnement nous permettent d'aller de l'avant. Et c'est pour ça que, en tout cas au Maroc, on a abrité la COP22 parce que nous pensons que c'est un élément fondamental. Merci beaucoup. Ambassadeur Wolf, auriez-vous quelque chose à rajouter? Vous vouliez rajouter quelque chose ou c'est bon? Merci beaucoup. Oui, allez-y, Paulo Portas, et on conclura. Je voudrais seulement remercier mon cher ami Youssef Abrahani, qui est un des plus compétents connaisseurs de la relation entre les deux bords de la Méditerranée. Et je voudrais ajouter, je l'ai entendu dire avec beaucoup de courage, c'est ça la différence d'une société ouverte. On peut poser les problèmes ouvertement, même s'ils sont délicats. Je l'ai entendu dire, l'islam a été pris en otage par le terrorisme. Parce qu'évidemment, les faits dévastateurs sur les perceptions, sur les grandes religions, nommément l'islam, venu du terrorisme, c'est évidemment un problème très sérieux qu'on doit essayer de régler. Je vais vous dire une chose, je suis chrétien-démocrate, donc je suis un croyant. Donc j'ai beaucoup de respect pour les grandes religions du monde et pour la liberté spirituelle de chaque être humain. Et il y a un pilier d'un processus de pacification et de stabilisation de la région et du monde arabe que vient d'être souligné surtout par le roi du Maroc. La nécessité non seulement d'un dialogue interreligieux, mais Sa Majesté l'a dit, dans le sommet avec les pays du Golfe, si je ne suis pas mal de mémoire, un dialogue intra-islamique. Même si on sait que l'organisation de l'islam, ce n'est pas vertical, qu'il y a donc, à part des branches des divers rites de l'islam, il y a une organisation très difficile à organiser du point de vue d'un dialogue, ça c'est évidemment quelque chose d'absolument essentiel parce qu'il faut non seulement vaincre les terroristes, qui d'ailleurs ne sont plus nés du bord sud de la Méditerranée, ils vivent à 3 ou 4 quartiers d'un Européen. Donc le problème est devenu un problème européen aussi. Ce ne sont pas des terroristes emportés, ce sont des terroristes entraînés dans des camps opérationnels, nommément en Syrie, nommément en Irak, nommément en Libye. Et donc cet appel sur la question du dialogue, non seulement interreligieux, mais intra-islamique qui me paraît décisif. Et en plus, il y a une chose que l'Europe, en plus de ce que Youssef a mentionné, il y a une chose que l'Europe doit apprendre avec ses erreurs. Ne pas faire des bêtises comme on a fait en Libye. Allez, un mot. Un mot. Moi, je pense que ce débat nous interpelle tous,
peut-être faudrait-il déjà commencer à réfléchir sur une nouvelle architecture en Méditerranée. Parce que dans le monde arabe, je sais pas, je ne dis pas plan Marshall, mais quelque chose comme ça qui allie sécurité, paix, développement économique, perspective d'avenir. Merci beaucoup. Brahim Fessiferi, ce sera le mot de la conclusion. Pour conclure les Med-Days 2016, quels pourraient être les 3 enseignements essentiels qu'on pourrait intégrer à la déclaration de Tanger et qui sera évidemment partagée avec les médias ce soir? Écoutez, tout d'abord, avant d'essayer de synthétiser ces 4 jours de marathon de débat, et quel débat, quel niveau intellectuel, et je crois que cette session de clôture démontre l'importance, la densité des sujets qui ont été évoqués, mais également des propositions qui sont issues des différentes sessions et des différents panels. Je crois que tout d'abord, en tant qu'organisateur de cette conférence, je dois pour la 9e fois me réjouir de la réussite de cet événement qui est, je pense, installé définitivement dans l'agenda international des grandes conférences. Med-Days est devenu un rendez-vous incontournable. Alors, cette année, nous l'avons programmé en décembre parce que traditionnellement, il a lieu en novembre à cause de la COP22, mais l'année prochaine pour la 10e édition, donc l'anniversaire de la première décade, nous reviendrons bien sûr en novembre. Alors, pour dire quelques mots de la déclaration de Tanger, j'ai parlé de la COP22. Je crois qu'on a aussi voulu donner une importance à la COP parce que les Med-Days, c'est le premier événement international de grande dimension organisé après la COP22. La COP22 a été un succès majeur, notamment lorsqu'on connaît le passif d'un certain nombre de COP. L'histoire des COP montre que sur les 22, il y en a eu 2 ou 3 qui ont réussi. Marrakech a réussi, pas rempli tous les objectifs, mais à 95%, Marrakech a réussi. Marrakech également a été une réussite sur le plan organisationnel. En termes de participation de chefs d'État et de gouvernement, je crois qu'il y a eu plus de 70 chefs d'État et de gouvernement. C'est la 2e COP la plus importante, après celle de Paris et avant celle de Copenhague. Et je crois qu'il faut s'en réjouir. Je crois qu'il faut s'en réjouir et féliciter le comité de pilotage, le président de la COP22 pour ce succès. C'est un succès majeur et tous les Marocains peuvent en être fiers. Alors on a voulu, à travers les différentes sessions, notamment organisées lors de la journée d'hier, qui était quasiment intégralement consacrée à la COP22, mettre en avant 3 ou 4 initiatives qui nous paraissent fondamentales, notamment l'initiative AAA, dite AAA, adaptation de l'agriculture africaine, l'électrification du continent. Et là encore, je souhaite saluer ce projet de gazoduc lancé lors de la tournée de Sa Majesté, sa visite au Nigeria, ce gazoduc qui va permettre de contribuer à l'électrification, notamment d'un certain nombre de pays en Afrique de l'Ouest. Je voudrais également souligner le fait que nous avons organisé un panel sur la finance climat pour essayer, encore une fois, de pouvoir contribuer sur cette thématique des 100 milliards de dollars, notamment à partir de 2020. Et j'aimerais, si vous me permettez, ambassadeur Wolf, vous demander au nom de l'ensemble des participants, parce que vous êtes l'Américain sur ce panel, de ne pas quitter l'accord de Paris. Non, on ne peut pas mettre à la poubelle 2 ans de négociations intenses et nous avons besoin, le monde a besoin, la planète, il y a péril dans la demeure. Nous avons besoin que les États-Unis, 2e émetteur de gaz à effet de serre, restent dans l'accord de Paris. Il y a eu évidemment d'autres sujets et je crois que l'un des sujets marquants, et tout le monde l'aura retenu, c'est cet appel fort, fervent de l'ensemble des participants et frères africains au Forum Med-Days pour un retour immédiat du Maroc au sein de l'Union africaine. On a parlé d'un certain nombre de manœuvres, mais il faut ici regretter, et je crois que c'est aussi important de le dire en clôture de ces Med-Days, le fait que l'Union africaine est malheureusement otage d'une présidence de la Commission. Le Maroc a fait acte de candidature en respectant l'article 29 de l'acte constitutif.
je l'ai dit ce matin, qui est très simple. À partir du moment qu'un pays africain fait acte de candidature, la majorité qualifiée suffit, c'est-à-dire 28 pays. Aujourd'hui, une écrasante majorité de pays africains s'est déclarée en faveur d'un retour immédiat du Maroc au sein de l'organisation panafricaine. Donc, qu'est-ce qu'attend Mme Zouma? Pourquoi continue-t-elle à mettre des bâtons dans les roues du Maroc alors que l'écrasante majorité des leaders africains, mais également des peuples africains, se sont prononcés pour le retour du Maroc et un retour immédiat? Ensuite, pour continuer à parler des Med Days, à travers ces Med Days, nous avons voulu donner encore une importance plus forte à la coopération Sud-Sud. Nous avons consacré la première journée à ce qu'on avait appelé le Med Days Business Summit à l'Afrique, avec la mise en valeur d'entrepreneurs et entrepreneuses africaines. Je crois que c'était important, notamment lorsqu'on connaît le rôle aujourd'hui joué par le Maroc sur le continent, mais il faut aussi favoriser le fait que le Maroc, comme nous le disons et nous militons pour ça à Amadeus et au Med Days depuis quelques années, sorte de sa fameuse zone de confort. Et on a vu lors des dernières tournées royales qu'aujourd'hui le Maroc commence à sortir de cette zone de confort, mais il faut accompagner le Maroc, il faut faire en sorte que des pays à fort potentiel de croissance apprennent à connaître le Maroc et développent avec le Maroc des partenariats gagnant-gagnant, sud-sud, agissants et solidaires, comme nous le faisons avec nos frères d'Afrique de l'Ouest. Enfin, nous avons également souhaité mettre à l'honneur Haïti lors de ces Med Days, en leur remettant le Grand Prix Med Days de solidarité, parce que nous pensons qu'aujourd'hui, notamment après une succession de catastrophes naturelles, Haïti a été oublié par la communauté internationale. Et nous avons voulu démontrer que le Maroc, mais également la communauté internationale en tant qu'africaine, n'oublie pas Haïti au moment où Haïti, et c'est l'anecdote ou la symbolique de l'histoire, demande également son intégration à l'Union africaine. Haïti se déclare être un pays africain dans les Caraïbes et je crois que c'est aussi important de pouvoir construire ce pont. Les Med Days, dans leur ADN, ont cette volonté de construire des ponts entre le Maroc et des pays avec lesquels on n'a pas forcément une tradition de coopération. Nous l'avons fait l'année dernière lorsqu'on a eu l'honneur et le privilège de recevoir le président Kagame pour lui remettre le Grand Prix Med Days. Cette année, nous avons voulu mettre en avant Haïti et l'année prochaine, pour la 10e édition, nous travaillerons dès à présent pour réfléchir à ce pays que nous allons mettre en valeur. Donc, si tu me permets, mon cher Thierry, le mot de la fin, j'aimerais, comme d'habitude lors de chaque session de clôture, remercier tout d'abord l'équipe de l'Institut Amadeus qui, comme chaque année, a fourni un travail extraordinaire pour permettre... Il mérite des applaudissements, évidemment. Bien sûr. Donc, ils sont discrets, ils sont au fond de la salle, mais... Ils font le job, c'est bien. Ils font le job. C'est également leur succès. Remercier l'ensemble des intervenants qui sont encore une fois venus des 4 coins du monde. Remercier des intervenants d'exceptionnelle qualité, avec des débats très ouverts, des opinions très largement ouvertes. Et je crois que ça mérite d'être mentionné. On les remercie à nouveau. Je vous prie, mesdames et messieurs, d'applaudir l'ensemble des intervenants. Remercier évidemment et humblement Sa Majesté le roi Mohamed VI d'avoir une nouvelle fois honoré les Med Days par son haut patronage et par sa haute bienveillance. Bravo. Remercier enfin les autorités de la région Tanger-Tétouan-Hoceima et nos sponsors sans qui cet événement ne peut pas avoir lieu. Bien sûr. Absolument. Et Youssef me demande de remercier les interprètes qui font un travail formidable. Évidemment. Et qui Thank you guys. Shukran. Merci. Les Med Days en plusieurs langues et je remercie toute la grande famille des Med Days parce que c'est... Grande communauté. Cette grande communauté, j'ai pensé à l'équipe de l'Institut Amadeus, mais évidemment l'ensemble des partenaires qui nous soutiennent et qui travaillent pour la réussite de cet événement. Rendez-vous novembre 2017 pour les prochains Med Days. Madame, messieurs, merci de votre contribution dans cette session de clôture. À l'année prochaine.